Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre T3, études et optimisation d'équilibre chimique. Dans ce chapitre, on va continuer d'utiliser le second principe de la thermodynamique et la notion d'enthalpie libre pour calculer la constante thermodynamique d'une réaction et pour redémontrer la relation de Gulbert et Wagh. À partir de là, on comprendra comment, à partir des tables thermodynamiques, aujourd'hui, on peut recalculer toutes les constantes d'équilibre K standard des réactions à n'importe quelle température et donc prévoir comment ces réactions vont être à l'équilibre. On va pouvoir également prédire dans quel sens va évoluer l'équilibre d'une réaction si on le perturbe. On appellera ça le déplacement d'équilibre. Et on pourra donc prévoir comment optimiser les équilibres, c'est-à-dire comment, à partir de conditions déjà prédéterminées pour un équilibre, trouver des conditions meilleures pour avoir un meilleur rendement. Soit en changeant la température, soit en changeant la pression, soit en ajoutant par exemple certains constituants en excès. Le début du chapitre va être assez théorique et la fin du chapitre va être plus appliquée avec des cas concrets où on essaye d'optimiser des procédés industriels. Commençons par le grand 1 avec des définitions plutôt théoriques. Enthalpie libre de réaction et affinité chimique d'un système. Et commençons par définir les grandeurs standards de réaction, ΔRG standard et ΔRS standard. Nous avons défini dans le chapitre T1 l'enthalpie molaire partielle, HMI, et l'enthalpie de réaction, ΔRH, avec les formules suivantes. On a dit que HMI, c'était la dérivée partielle de H, l'enthalpie, par rapport à NI, le nombre de moles d'un constituant, avec les autres variables T, P et tous les autres NJ constants. Et puis on a dit que l'extensivité de H faisait que l'enthalpie totale d'un système, c'était la somme des NI, HMI. On a également défini ΔRH, l'enthalpie d'une réaction, comme étant la dérivée partielle de H par rapport à l'avancement de la réaction, à T et P constants. Et en appliquant cette dérivée partielle à cette identité-là, on obtient que ΔRH, c'est la somme sur I des NUI HMI, puisque NUI, c'est la dérivée partielle de NI par rapport à l'avancement de la réaction, par définition de l'avancement. Ces quatre formules, on les a déjà vues dans le chapitre T1 et on les a appliquées à l'enthalpie H. Mais en fait, on peut l'appliquer à n'importe quelle fonction d'état extensive. Il s'agit simplement, quand on prend une grandeur Z extensive, de se dire que ZMI, des ronds Z sur des ronds NI, ce sera la grandeur Z par mol, donc la grandeur Z molaire. Et que puisque Z est extensive, pour avoir le Z total, il faut faire la somme de tous les Z molaires fois les nombres de moles des constituants. De la même façon, si je veux savoir ΔRZ, donc en gros l'évolution de Z lorsqu'une réaction avance d'une mole, puisque c'est la dérivée partielle par rapport à l'avancement, eh bien ce sera la somme des NUI ZMI. Donc ici Z c'est une grandeur quelconque. Nous, les grandeurs extensives qu'on connaît dans ce chapitre et qu'on a introduit dans le chapitre précédent, c'est l'entropie et l'enthalpie libre G. Donc, en appliquant ces formules générales, on va pouvoir définir l'entropie molaire partielle, SMI, comme étant des ronds S sur des ronds NI, et dire que l'entropie d'un système, c'est la somme sur I des NI, SMI. De la même façon, on peut définir l'entropie de réaction, ΔRS, qui sera des ronds S sur des ronds Xi, à T et P constants, et dire que ΔRS, c'est la somme sur I des NUI, SMI. Donc ici, ce sont des formules à retenir, bien sûr, mais il ne faut pas les apprendre par cœur différemment pour l'entropie et pour l'enthalpie. Il faut juste comprendre la notion de grandeur molaire, la notion de grandeur de réaction, et puis la notion d'extensivité, où ici on fait la somme des grandeurs molaires fois les nombres de moles pour avoir la grandeur totale. Et puis se souvenir de cette formule qui est en lien avec le fait de faire la dérivée de ça par rapport à l'avancement. Celle-ci, il faut la retenir, parce qu'on ne se souvient pas toujours que la dérivée de NI par rapport à l'avancement, c'est NI. De la même façon, on va définir les grandeurs molaires et de réaction pour G. Donc le G molaire, on le note pas GMI, on le note MUI, parce que par définition, c'est le potentiel chimique. Et donc G, c'est la somme des NI MUI. L'enthalpie libre de réaction, on va la noter ΔRG, des ronds G sur des ronds Xi. Et on pourra écrire des ronds G sur des ronds Xi égale somme sur I des NUI MUI. Donc prenez le temps de bien comprendre pour chaque grandeur ce que signifient ces formules, parce que normalement, il faut que vous ayez une compréhension assez intuitive de ce qu'elles signifient, c'est pas juste des formules mathématiques. Si on considère que tous les constituants du système sont à l'état standard, eh bien on va redéfinir la même chose, mais en rajoutant le mot standard et en rajoutant un petit zéro en exposant. Donc l'entropie molaire standard, c'est des ronds S standard sur des ronds NI, et puis S standard, c'est la somme sur I des NI, S standard, MI,
etc., etc. Les formules sont exactement les mêmes qu'avant, mais en rajoutant le petit 0 en exposant qui signifie standard, donc c'est-à-dire tous les constituants ont une activité de 1 et la pression totale est de 1 bar. Remarque importante d'ailleurs, dans le cas de l'enthalpie H, on avait vu dans le chapitre T1 que pour un mélange idéal, l'enthalpie molaire d'un composé, c'était la même que son enthalpie molaire à l'état standard. Et donc, par voie de conséquence, que l'enthalpie d'une réaction, c'était la même à peu près que l'enthalpie standard de la réaction. Mais attention, dans le cas de l'enthalpie libre et de l'entropie, ce n'est pas le cas. Tiens, je vois qu'il y a une erreur sur le police, dans le cas de l'enthalpie libre et de l'entropie, ce n'est pas le cas. Donc retenez bien, l'entropie molaire d'un composé, ce n'est pas la même chose que l'entropie molaire du composé à l'état standard. L'entropie d'une réaction, c'est pas la même chose que l'entropie standard d'une réaction. Le potentiel chimique d'un composé, c'est pas la même chose que son potentiel chimique standard. Et delta Rg, c'est différent de delta Rg standard. Et c'est pas juste différent dans la définition, c'est différent dans la valeur et dans l'expression que ça a. Petit 2, définition de l'affinité chimique. On va beaucoup utiliser la notion d'affinité chimique par la suite, mais pour l'instant, vous ne connaissez pas sa définition, et je vais l'introduire à travers le paragraphe qui vient. Si on considère un système fermé en transformation élémentaire, on a montré dans le chapitre précédent qu'on pouvait donner deux expressions différentes pour dg. La première expression, c'est l'identité thermodynamique, qu'on obtient à partir du premier et du second principe de la thermo, et qui dit que dg, c'est moins SDT, plus VDP, plus delta W', moins T delta S créé. Delta W', c'est le travail des forces qui ne sont pas des forces de pression. Celle-là à connaître par cœur et à savoir redémontrer à partir du premier et du second principe l'identité thermodynamique. Une autre façon d'exprimer dg, c'est de dire que g finalement est fonction de trois variables. Donc dg, ce sera d rongé sur d rond t dt, plus d rongé sur d rond p dp, plus d rongé sur d rond xi dxi. Puisque finalement, il n'y a que trois choses qui peuvent faire varier l'enthalpie G quand on étudie une réaction chimique, c'est un changement de température, un changement de pression, ou un changement d'avancement de la réaction. À partir de cette expression-là, on peut en déduire que dg, c'est moins SDT, c'est-à-dire qu'on fait une identification ici que ça c'est moins S, plus VDP, on identifie, et puis le d rongé sur d rond xi, par définition, on a vu que c'était delta Rg. Donc on arrive à ces deux expressions. Alors je veux que ces deux expressions, vraiment, vous les connaissiez, et vous sachiez d'où elles sortent, c'est-à-dire que vous compreniez comment on les obtient, la première et la deuxième. Parce qu'avec ces deux expressions, on va pouvoir dire ceci. Si on considère une réaction isotherme, isobare et uniquement soumise aux forces de pression, alors il vient dg égale delta Rg dxi et est aussi égal à moins T delta S créé. Or, ceci est forcément inférieur ou égal à 0, puisque delta S créé est forcément positive ou nulle. Définissons maintenant l'affinité chimique. L'affinité chimique, elle est définie tout simplement comme étant égale à moins delta Rg. Si tous les constituants sont dans l'état standard, on peut définir l'affinité chimique standard, A standard, qui est moins delta Rg standard. Il vient donc que la relation entre A dxi et delta Sc, qu'on appelle aussi la relation de deux d'air, est A fois dxi égale T delta Sc est supérieur ou égal à 0. Et cette relation, elle va être très importante parce que c'est elle qui va faire de l'affinité un critère d'évolution. Petit 3, sens d'évolution spontanée d'un système. La relation de deux d'air permet d'écrire les inégalités suivantes. A dxi est supérieur ou égal à 0, ou delta Rg dxi inférieur ou égal à 0, puisque A c'est moins delta Rg. Autrement dit, le signe de delta Rg, ou de A, permet de prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système. Si A est positif, donc si le système a une affinité positive, ce qui veut dire donc qu'il a un delta Rg négatif, alors puisque A dxi est positif, si A est positif, dxi doit être aussi positif. Donc ça veut dire que la relation va spontanément évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche à droite. Si à l'inverse l'affinité de la réaction est négative, ce qui correspondrait à delta Rg positif, alors comme A dxi est négatif, eh bien dxi doit forcément être négatif. Donc la réaction va évoluer dans le sens indirect, donc dans le sens inverse. Et puis si A égale 0, ou delta Rg égale 0, on peut en déduire que ça veut dire que l'entropie créée égale 0. Donc ça veut dire que le système est à l'équilibre. Et là on comprend pourquoi ce A il est intéressant et pourquoi on l'a appelé affinité. En gros,
pour que le mot soit intuitif, si l'affinité d'un système est positive, ça veut dire que les réactifs ont une bonne affinité entre eux, donc la réaction elle va évoluer dans le sens direct. Si par contre l'affinité d'un système est négative, ça veut dire que les réactifs n'ont pas une bonne affinité entre eux, ce sont les produits qui ont une bonne affinité entre eux, et la réaction va aller en sens inverse. Et puis si on dit que l'affinité d'un système est nulle, ça veut dire en quelque sorte qu'on a atteint l'équilibre, il ne se passe rien. Donc l'affinité, c'est un critère très simple, juste par son signe, on peut savoir si on va dans le sens direct, dans le sens indirect, ou si on est à l'équilibre. Pour visualiser ça sous la forme de l'évolution d'une fonction, on peut faire la représentation graphique de l'évolution de l'enthalpie libre G en fonction de l'avancement de la réaction, et y faire figurer ces cas de figure. En effet, on a montré dans le chapitre précédent que G est un potentiel thermodynamique pour une réaction monotherme monobar, c'est-à-dire que l'équilibre est atteint quand G atteint un minimum. Prenons l'exemple ici d'une courbe dans laquelle on représente G en fonction de l'avancement de la réaction. Ça, c'est la valeur de G quand l'avancement de la réaction est minimal, et ça, c'est la valeur de G quand l'avancement de la réaction est maximal. Et la courbe rouge représente l'évolution de l'enthalpie libre du système lorsque la réaction avance. On voit que cette courbe a un minimum. Et bien, ce minimum, ce sera l'équilibre. C'est-à-dire que si la réaction part, par exemple, de ce point-là, G à l'avancement minimal, eh bien, elle va avancer, jusqu'à arriver à ce point-là, et là, elle va arrêter d'avancer, on aura atteint l'équilibre, qui sera l'état final. Si à l'inverse, la réaction part de ce point-là, eh bien, elle va avancer en sens inverse, jusqu'à atteindre également ce point-là, qui sera le point d'équilibre. Et en fait, où que la réaction parte, qu'elle parte, par exemple, si elle part de ce point-là, avancement 1, eh bien, de ce point-là, naturellement, elle va aller vers la droite pour aller jusqu'à l'équilibre. Alors, comment on retrouve les lois qu'on a dit précédemment? Parce que si on est sur ce point-là, en fait, delta RG, comme c'est d rongé sur d rond xi, c'est la pente de la tangente à la courbe rouge en ce point-là. Donc, si là, je représente la tangente à la courbe en ce point, on voit bien que sa pente, elle est inférieure à 0. Autrement dit, l'affinité, qui est moins delta RG, est supérieure à 0. On retrouve bien la règle. Si l'affinité est supérieure à 0, alors la réaction a tendance à aller spontanément dans le sens direct, puisqu'on voit que spontanément, la réaction va aller dans un sens qui augmente son avancement, et augmenter son avancement, c'est aller dans le sens direct. Si je me mets à ce point-là, ici, on voit que le coefficient directeur de la tangente est positif. Donc A, qui est moins delta RG, est négatif. On retrouve bien la règle. Si l'affinité est négative, la réaction, pour atteindre l'état d'équilibre qui est ici, elle doit aller dans le sens indirect, c'est-à-dire faire diminuer son avancement. Au final, on peut écrire que delta RG, c'est bien la pente de la courbe G égale F de l'avancement, en un point précis. Et en cherchant à atteindre le minimum de G, on retrouve les règles énoncées précédemment. C'est-à-dire que si delta RG est inférieur à 0, ou A supérieur à 0, alors la réaction va évoluer en sens direct spontanément.